on s'est mis à croire ce qu'affirmait le Hamas. Moi, j'étais sidéré parce que est-ce que quelqu'un a cru les affirmations de Daesh? Absolument pas, pas une seconde, parce que Daesh avait attaqué les Français, et donc on considérait que tout ce que disait Daesh était évidemment irrecevable. Là, en revanche, pour le Hamas, ça a très bien fonctionné, dès le départ. Depuis le 7 octobre, le traitement médiatique d'Israël suscite de nombreuses interrogations en France. Le choix des mots, la hiérarchie de l'information, la place accordée aux victimes israéliennes et le rôle des réseaux sociaux, un débat qui est devenu extrêmement polarisé. Et puis la récente agression aussi d'une religieuse française à Jérusalem par un extrémiste juif a relancé aussi des discussions sur la manière dont Israël est raconté dans les médias français et européens. Pour en parler, nous sommes heureux de recevoir Jean Quatremer, journaliste et chroniqueur et qui spécialise des questions européennes, mais qui suit aussi avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe dans notre région. Jean, bonjour et merci d'être avec nous sur Studio Qualita. Bonjour. On va commencer par le 7 octobre et surtout depuis le 7 octobre, on assiste à une véritable bataille sémantique pratiquement dans les médias français. Est-ce que vous avez le sentiment que les médias français ont parfois un peu perdu la boussole d'impartialité lorsqu'il s'agit de parler ou de traiter d'Israël ? C'était la grosse surprise du lendemain du 7 octobre. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'on assiste à une solidarité avec Israël, que tous les États européens, les États occidentaux soient solidaires d'Israël, qui connaissent quand même le plus grand pogrom antisémite depuis 1945. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que dès le lendemain ou le surlendemain, on a vu un contre-récit se mettre en place où quasiment immédiatement, on a commencé à voir émerger le mot de génocide, alors que l'offensive terrestre n'avait pas commencé, où on appelait Israël au calme, à la retenue, etc. Et ça a basculé en quelques semaines, c'est-à-dire on est passé donc de la sidération du 7 octobre à la condamnation quasiment unanime d'Israël. Et j'ai vu ressurgir un antisémitisme, notamment un antisémitisme à gauche, que je pensais définitivement en tirer, qui m'a totalement sidéré. Il y a vraiment... c'est-à-dire que l'antisémitisme de la gauche radicale, ou plus généralement de la gauche, c'est pas l'antisémitisme des années 30, hein, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens... par soutien à la cause palestinienne et par soutien, je dirais, aux islamistes, la cause palestinienne s'étant islamisée au fil des années, en sont venus à critiquer non seulement le gouvernement Netanyahou, mais Israël lui-même et l'existence, donc interroger l'existence d'Israël lui-même et étendre cette critique, cette interrogation à l'ensemble des Juifs de la planète. Et c'est là où on glisse de la légitime critique d'un gouvernement, Netanyahou et son extrême droite totalement délirante, à de l'antisémitisme, puisqu'on rend responsable l'ensemble des Juifs de la planète de la politique d'un gouvernement légitimement élu. Et là, c'est un dérapage total. Et les gens ne se sont pas rendus compte que petit à petit, ils glissaient par la remise en cause, je dirais, de l'existence d'Israël, par l'adoption du récit sur le génocide qui visait à délégitimer, ils ne se sont pas rendus compte non plus, l'existence d'Israël, qui fonde son existence en partie sur la Shoah commise par les nazis entre 1939 et 1945, ils ne se sont pas rendus compte que petit à petit, bien, ils adoptaient des tropes antisémites. Et aujourd'hui, moi, j'arrête pas de le dire, il ne faut pas confondre la critique légitime du gouvernement israélien avec l'antisémitisme. Et là, c'est terminé. Je veux dire, le combat est globalement perdu. Alors, il y a une autre chose aussi, Jean, qui est importante, c'est que, et ça vous en avez aussi parlé beaucoup, c'est que les médias ont repris d'une façon générale le narratif du Hamas. Ils ont repris les informations du Hamas, ce qu'on appelle encore le ministère de la Santé du Hamas. Comment vous expliquez justement que les médias, dans leur totalité pratiquement, ont repris justement les propos du Hamas sans pratiquement vérifier ce qui se passait du côté israélien?
Oui, c'est tout à fait fascinant parce que l'argument pour reprendre les affirmations du Hamas, c'était de dire bon là c'est un peuple qui souffre, qui se fait bombarder. On avait totalement oublié que c'est pas Israël qui a déclaré la guerre à Gaza ou au Hamas, c'est le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël. Et j'ai un peu le sentiment que Israël était tellement diabolisé, mais c'était diabolisé antérieurement, c'est plus ancien que le 7 octobre, dans la tête des gens, parce qu'il y a la Cisjordanie, les actions des colons protégés par Tsahal, où Tsahal est devenu une armée d'occupation et pas une armée visant à protéger le peuple juif sur sa terre ancestrale. Et donc, moi, j'ai vraiment eu le sentiment à ce moment-là que Israël était tellement le mal, c'était devenu une sorte de Daesh juif, si vous voulez, que personne ne croyait ce que disait Israël, et tout le monde, par opposition, par pensée TikTok, ce que j'appelle la pensée 0-1, la pensée binaire, on s'est mis à croire ce qu'affirmait le Hamas. Euh, Moi, j'étais sidéré, parce que est-ce que quelqu'un a cru les affirmations de Daesh? Mais absolument pas, pas une seconde, parce que Daesh avait attaqué les Français, et donc on considérait que tout ce que disait Daesh était évidemment irrecevable. Là, en revanche, pour le Hamas, ça a très bien fonctionné. Et dès le départ, dire au moment du bombardement de l'hôpital à Gaza, je crois que c'est Al-Arabi, ou je ne sais plus, j'ai oublié son nom, en tous les cas, donc début octobre, aussitôt le Hamas a accusé Israël, et ensuite a donné des chiffres démentiels de morts. C'est parti de 200, c'est monté à 400, ça a atteint quasiment 1000 morts en quelques minutes. Or, on sait, pour les gens qui ont un peu connu les théâtres de guerre, qu'on ne peut pas compter le nombre, s'il y a vraiment eu un bombardement, on ne peut pas compter le nombre de cadavres, le nombre de morts en quelques minutes. Ouais, bien sûr. Et tout le monde a repris ce narratif-là. Et moi, j'ai essayé, tout de suite, j'ai tweeté en disant, mais stop, arrêtez. D'abord, on ne connaît pas l'origine. Et deuxièmement, surtout qu'on ne peut pas connaître le nombre de morts aussi précisément. Donc, ça sent la manipulation. Et là, je me suis pris un torrent d'insultes parce que je osais remettre en cause la parole des victimes. C'est quand même totalement sidérant. Et après, ça n'a fait que se généraliser. Mais il faut voir aussi qu'il y a une responsabilité, à mon avis, d'Israël, une responsabilité de Tsahal, qui n'a pas su communiquer, qui n'a pas montré la réalité, qui a interdit le terrain aux journalistes. Il fallait les emmener, alors pas forcément embedded, mais dire écoutez, si vous voulez aller sur un théâtre théâtre de guerre urbaine, vous prenez vos risques, allez-y, allez voir vous-même et vous verrez ce qui se passe sur place. Et le blackout partiel, puisque en l'occurrence Tsahal ne communiquait pas, mais Tsahal laissait communiquer le Hamas, complètement sidérant. Donc il y avait une asymétrie de l'information, et au bout d'un moment, les journalistes, par nature, ils ont besoin de dire ce qui se passe, ils ont besoin d'avoir une source sur place, et qui on croit? Les gens qui communiquent. On a tendance, on répercute ce qu'ils affirment. Et ça a été dramatique, parce que le silence du côté israélien et un trop-plein d'images, donc on ne connaît pas la fiabilité. Rappelez-vous la fameuse famine qui n'a jamais eu lieu. On a repris, évidemment, tendance journalistique, on remplit le vide avec ce qu'on a. Est-ce que cela veut dire, Jean, que justement tout ce qui est le traitement médiatique par rapport à Israël est devenu presque impossible pour un journaliste classique qui essaye de faire des recherches, qui essaye de connaître la vérité? Mais tout à fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je remettais en cause le récit du Hamas, à chaque fois que j'interrogeais, je ne disais pas qu'il ne se passait pas des choses terribles, c'est une guerre en milieu urbain, et ça prenait du temps. Moi, j'ai expliqué que d'abord, le récit du génocide, par exemple, un génocide, c'est une définition juridique extrêmement précise. Il faut démontrer ce qu'on appelle le dolus specialis, c'est-à-dire l'intention d'exterminer un peuple. Je suis désolé, cette intention n'a pas été prouvée, et je dirais que le résultat de la guerre en nombre de victimes montre que ça n'a pas eu lieu. Mais c'était juste pas possible. C'était vraiment impossible. C'est simplement juridiquement essayer de démontrer que la définition, les éléments de la définition n'étaient pas remplis. C'était déjà nier la souffrance du peuple palestinien et la souffrance des civils qui se faisaient bombarder par cette armée du diable qui est Tsahal. Et donc vérifier l'information, c'était devenu la négation de la souffrance du peuple. À partir de là, c'est impossible. D'un seul coup, nous avons cessé d'être journalistes. Et j'en veux la plus grande preuve. C'est que dès le mois de mars 2024, vous savez, il y a un chiffre qui sort, 30 000 morts à Gaza. Possible que les 30 000 morts à Gaza, on n'en sait strictement rien, puisque nous n'avons pas de source sur place, ce n'était pas confirmé par les autorités israéliennes, et surtout, on ne distingue pas entre combattants et civils. On ne sait pas.
Personne ne le sait. Et bien, on a quand même repris le chiffre de 30 000. Reprenez les journaux de l'époque, tout le monde dit 30 000 morts à Gaza, sans distinguer entre combattants et civils, comme si Israël avait comme intention de massacrer que des civils. Regardez ce qui vient de se passer le 8-9 janvier à Téhéran, les massacres commis par l'armée, par les milices de la monarchie. Là, la prudence. Ah, mais moi, je suis admiratif. Hein. Franchement, on ne sait pas. Massacre à Téhéran, ça, ok, il y a eu un massacre. Alors, on prenait les chiffres les plus bas, donnés par des associations ou des ONG qui étaient à l'étranger, mais qui ne savaient pas trop. Mais on n'a jamais essayé de vérifier. Donc, finalement, au départ, on est parti de quelques 3000 morts. Peut-être il y en a eu 30 000, peut-être 50 000, peut-être 80 000. Et il n'en est plus question aujourd'hui. Ils ont massacré en 2 jours peut-être 80 000 personnes innocentes et c'est passé, mais par perte et profit. C'est complètement incroyable. Ouais. Il y a un cessez-le-feu à Gaza. Encore aujourd'hui, on est là en train de hurler génocide, génocide, génocide à Gaza. Et en reprenant de nouveau des informations données par le Hamas. Ça me sidère. Dire, on a oublié d'être journaliste. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des choses terribles qui se sont passées à Gaza. Je le répète encore une fois. C'est une guerre en milieu urbain. C'est sanglant. C'est douloureux, c'est clair. Si le Hamas avait voulu que la guerre s'arrête, il aurait déposé les armes pour sauvegarder sa population ou il aurait caché sa population dans les tunnels. Il a fait exactement l'inverse. Donc, il faut quand même aussi le dire, mais ça, nous ne l'avons pas dit globalement. Et c'est triste, mais nous, comme journalistes, on doit vérifier les faits ou dire lorsque les sources ne sont pas fiables, ce que nous n'avons pas fait. C'est une faillite collective du journaliste occidental. Je ne parle pas seulement français, hein, parce qu'aux États-Unis, ça a encore été pire. Alors, je voudrais aussi vous poser une question, Jean, pour terminer parce que vous êtes spécialiste des questions européennes, des tensions qui existent actuellement autour d'Israël, qui sont très fortes au sein des institutions européennes. Et depuis déjà plusieurs mois, certains États européens et plusieurs ONG demandent la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël au nom des droits de l'homme. Est-ce que, selon vous, s'il s'agit d'une nouvelle menace politique et économique et surtout d'un signal adressé aux opinions publiques européennes ? Alors, on trouve, au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de politique à l'égard du Moyen-Orient, et puis je dirais heureusement, parce qu'il vaut mieux que chaque pays ait sa politique, parce qu'aujourd'hui, je dirais que peut-être que le poids moyen des anti-israéliens au sein de l'Union européenne a tendance à croître, et ça ne serait pas une bonne nouvelle pour Israël. On retrouve les suspects habituels, hein, l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande, la Belgique, qui veulent prendre des sanctions aujourd'hui contre Israël, alors qu'il y a un cessez-le-feu depuis 6 mois. Mais ça n'a aucune importance. On a l'impression que le sujet aujourd'hui des Européens, ça reste la guerre à Gaza, c'est pas l'Iran. Quand même sidérant. Je veux dire alors que l'Iran est un régime, c'est le régime qui incarne le mal. Si le diable avait un visage, il porterait un turban et il habiterait à Téhéran. Mais ça, on s'en fiche. On ne soutient pas les Américains, on ne soutient pas les Israéliens. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On critique Israël et on fait comme si la guerre continuait à Gaza. Donc, heureusement, il n'y a pas de majorité pour suspendre cet accord. Mais je veux dire, rien que la poussée politique en faveur de la suspension de cet accord pour moi, est une honte parce que, en l'occurrence, pourquoi punir Israël pour une guerre qu'il n'a pas déclenchée ? Ça me sidère, mais totalement. Mais encore une fois, il n'y a pas de majorité. Mais là aussi, on voit aussi je suis désolé de vous le dire, mais c'est la bêtise du gouvernement Netanyahou. Je veux dire, Netanyahou ne parle pas aux Européens. Netanyahou parle aux Américains. Bon, c'est logique, parce que les Américains l'aident dans sa guerre. Mais en même temps, il faut faire de la politique, il faut faire de la diplomatie, il faut parler aux Européens, même les plus anti-israéliens, comme les Espagnols. Il faut essayer. Et là, il n'y a plus de diplomatie israélienne en Europe. C'est terminé. Je veux dire, pour eux, c'est perdu. Ils font du commerce avec les Européens. Ils sont persuadés que les Européens continueront à faire du commerce avec eux. Mais je dis attention, c'est pas garanti. On peut avoir des basculements de majorité au sein du Conseil. Donc attention. Et il faut arrêter de traiter par mépris les Européens. Encore une fois, l'interland israélien, c'est quand même l'Union européenne. Donc il faudrait essayer au moins de réparer les dégâts et de maintenir la ligne ouverte. Très bien. En tout cas, merci Jean Quatremer pour ces explications. On espère que malgré tout, et malgré les difficultés, vous continuerez à faire votre travail et à dire ce qui se passe vraiment ici en Israël et à défendre d'une certaine manière Israël. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Studio Qualité. Merci de m'avoir invité. À bientôt.